Salut les gars, imaginez la scène. Vous êtes tranquillement en train de vider votre bac à compost dans le jardin en claquettes chaussettes, vous levez les yeux et là, entre l'abri de jardin barbecue, un vélociraptor de 3 mètres de haut est en train de bouffer le chat de la voisine. Qu'est-ce que vous faites? Vous filmez pour TikTok, option A ou option B, vous regrettez d'avoir arrêté le sport au collège mais vous tapez quand même votre meilleur sprint. Eh bien ce pitch complètement délirant, c'est exactement ce qui nous attend au cinéma cette année avec un projet qui s'annonce plutôt massif. The End of the Hawk Street. Un film tellement secret que même les acteurs ne savaient probablement pas ce qu'ils tournaient les 3/4 du temps. Mais avant qu'on décortique ce délire préhistorique, on va faire un petit rituel très simple, une sorte de pacte entre vous et moi. Si vous aimez le cinéma, les anecdotes et les répliques piquantes, vous voyez le petit bouton là, cliquez dessus là pour vous abonner et activer la cloche des notifications, sinon l'algorithme va vous cacher mes prochaines vidéos comme si c'était des preuves de l'existence des extraterrestres. Et lâchez-moi un pouce bleu, ça donne de la force et ça m'évite de devoir vendre un rein pour payer mon matériel. C'est fait? Allez, on lance le générique dans vos têtes et on y va. Bon, remettons les pendules à l'heure parce que sur internet j'ai vu passer des théories lunaires. Non, c'est pas l'acteur d'Ozark, là, Jason Bateman qui va aller casser du T-Rex. Je sais que vous l'adorez, moi aussi, mais le pauvre a plutôt une tête à gérer des comptes bancaires de la mafia plutôt qu'à courir en short devant un troupeau de triceratops. Le duo à l'affiche, c'est du très lourd. D'un côté, on a Ewan McGregor, notre maître Obi-Wan Kenobi international. Le gars a passé la moitié de sa carrière à négocier avec des séparatistes extraterrestres, à couper des bras au sabre laser. Mais là, face à un prédateur du Crétacé, le high ground ne va pas lui servir à grand chose. Surtout s'il n'y a qu'un râteau et une tondeuse à gazon pour se défendre. À ses côtés, on retrouve Anna Thaoué, oscarisée, élégante, capable de jouer une reine blanche, une assistante de mode tyrannisée ou Catwoman. Et maintenant, elle va devoir crier en courant dans la boue des années 80 parce qu'un ptéranodon essaie de lui piquer son sac à main. Avouez que rien que pour voir ce duo improbable galérer au milieu des fougères géantes en portant des vestes en jean à épaulettes, ça vaut le prix du billet. Et là, derrière la caméra, c'est là que ça devient un vrai kiff de cinéphile, c'est David Robert Mitchell. C'est le mec qui a pondu It Follow, un des films d'horreur les plus stressants de ces 20 dernières années, où une entité invisible te poursuit à la vitesse d'un escargot mais sans jamais s'arrêter. Si le gars applique la même tension psychologique à des monstres de 12 tonnes, on va pas juste sursauter, on va redécorer le siège du cinéma. En plus, il y a J.J. Abrams à la production, alors attendez-vous à deux choses. Beaucoup de mystères et tellement de reflets de lumière bleue à l'écran que vous allez sortir de la salle avec une migraine ophtalmique. Alors pourquoi on doit absolument saucer ce film? J'ai posé quelques arguments et franchement il y a de quoi se hyper là. Argument numéro 1, le concept. On est tous un peu nostalgiques des années 80, même ceux qui sont nés en 2004 et dont le seul rapport avec cette époque est la série Stranger Things. Le film nous plonge dans cette ambiance rétro. Une banlieue américaine tranquille, des gamins à vélo, des maisons en bois sans clôture. Sauf que là, le surnaturel ne vient pas d'un univers parallèle chelou, c'est toute la banlieue qui est téléportée au temps des dinosaures. C'est le crossover ultime que personne n'a demandé, mais dont on a tous besoin. C'est Desperate Housewives qui rencontre Jurassic Park. Vous imaginez la réunion de copropriété pour décider qui doit ramasser les bouses de brachiosaures sur les trottoirs? Rien que pour ça, j'achète, moi. L'argument numéro 2, enfin, autre chose que Jurassic World. Soyons honnêtes 2 minutes, la saga Jurassic World, ça a commencé gentiment et ça s'est fini avec un Chris Pratt qui dresse des dinosaures en leur montrant la paume de sa main comme s'il gérait un refuge de la SPA. On tournait en rond. Des parcs d'attractions qui ferment, les dinosaures génétiquement modifiés qui ont des pouvoirs magiques. Stop là, oh. Il faut revenir aux bases du pur survival. Pas des scientifiques en blouse blanche qui expliquent l'ADN avec des animations en 3D et un moustique dans l'ombre. Juste des humains normaux avec des objets du quotidien face à la nature sauvage de la préhistoire. C'est brut, c'est frais et ça fait du bien. Argument numéro 3, la réalisation en mode grand spectacle. David Robert Mitchell n'est pas un réalisateur de blockbuster en carton qui abuse des fonds verts et fait des pirouettes numériques ridicules à ses acteurs. Le film a été tourné avec des caméras IMAX. Ça veut dire quoi en langue humaine? Ça veut dire que quand le T-Rex va ouvrir la gueule à l'écran, vous allez pouvoir compter ses chicots pourris et sentir son haleine immonde depuis le 3e rang de la salle. Visuellement, ça promet une immersion totale. On veut ressentir le gigantisme de ces créatures, pas avoir l'impression de regarder une cinématique de jeu vidéo sur PlayStation 3. Comme je suis pas payé par les studios pour vous vendre du rêve, malheureusement, d'ailleurs si Warner ou Universal m'écoutent, mon espace commentaire vous attend et mon email aussi. On va être honnête, il y a aussi de grosses raisons de flipper, ce film pourrait très bien être une catastrophe industrielle majeure, voici pourquoi. Le piège numéro 1. Le pitch est sur le fil du rasoir. Une banlieue téléportée dans le passé, c'est une idée géniale sur un coin de table après 3 bières. Mais sur 2 heures de film, ça peut vite devenir complètement ridicule. Si c'est mal écrit, on va se retrouver avec des scènes tellement clichés que ça va casser toute l'ambiance. Si je vois Ewan McGregor repousser un raptor à coups de tondeuse à gazon thermique pendant qu'Anna Thaoué l'aveugle avec de la laque pour cheveux, quitte la salle direct. Il y a une frontière très mince entre un film de genre ultra efficace et un épisode de Sharknado avec un budget de 150 millions de dollars. Le piège
piège numéro 2, l'effet J.J. Abrams. On connaît la méthode J.J. Abrams, le mec adore ouvrir des boîtes à mystères. On vous appâte avec des questions de fou. Pourquoi cette banlieue? Comment est-il téléporté? Qu'est-ce qui se cache au fond de la forêt? C'est super pendant 1h30, mais le problème historique de J.J. Abrams, c'est qu'il sait ouvrir les boîtes, mais il oublie souvent de mettre un cadeau à l'intérieur. Si la fin du film se résume à une explication magico-scientifique bidon du style c'était une faille temporelle causée par un micro-ondes défectueux, ou pire, s'ils ne répondent à aucune question pour essayer de nous vendre une suite, je vais personnellement péter un câble. On veut de vraies réponses, pas une fin à la Lost version dinosaure. Et le piège numéro 3, l'overdose de nostalgie. On est en 2026 les amis. La nostalgie des années 80, on en a bouffé du matin au soir pendant 10 ans. On a eu Stranger Things, ça, Ready Player One, le retour de Ghostbusters, on a compris les vélos customés, les coupes mulées, la musique au synthétiseur, la coupe est pleine. Si le film passe son temps à faire des clins d'œil lourdingues aux spectateurs en mode « Regardez, il a un baladeur cassette !» Vous vous rappelez des cassettes? C'était trop bien, hein? Ça va vite devenir insupportable. On veut une bonne histoire, pas une publicité géante pour une brocante vintage. Alors on fait le bilan, qu'est-ce qu'on doit en penser de ce The End of Oak Street? Pour ma part, je veux y croire, le combo entre un réalisateur de films d'auteur horrifique, deux acteurs principaux qui ont un capital sympathie au maximum, et un concept qui change des suites et des reboots sans âme qu'on nous sert toutes les semaines, ça me suffit pour prendre ma place du cinéma le jour de la sortie. Même si ça se plante, ce sera au moins un projet original et couillu, et ça à notre époque, c'est devenu tellement rare qu'il faut le saluer. Au pire, on aura un nanar de luxe ultra divertissant à débriefer ensemble, et au mieux, on tient le film le plus marquant de l'année, même si la daube avec laquelle Nolan arrive va vous marquer, mais pas pour les mêmes raisons. Désolé, petite balle perdue pour l'Odyssée, quand ça veut pas, hein. Enfin bref, maintenant la parole est à vous, c'est le moment d'enflammer l'espace commentaire juste en dessous. Est-ce que vous faites confiance à Obi-Wan pour survivre au Crétacé? Est-ce que vous pensez que le concept de ce film est complètement génial ou totalement stupide? Est-ce que vous saturez des dinosaures ou vous en voulez encore plus? Si vous êtes resté jusqu'à ces dernières secondes, c'est que la vidéo vous a plu, alors je vous remets une petite couche amicale. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo à vos potes qui croient encore que c'est un film avec l'acteur d'Ozark et activer cette cloche. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez au cinéma, prenez soin de vous, à plus, bye bye.